Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, de nombreuses personnalités ont participé ce week-end à la 8e édition du Forum de la mer. Des personnalités politiques, des chercheurs, des experts de divers horizons de nombreux pays. Pour parler essentiellement de la mer, mais dans toute sa diversité, la protection des océans, mais aussi de son économie, ses opportunités. Focus dans ce Fait entrer l'invité sur la mer, les océans, avec Francis Valatte. C'est le président d'honneur de l'Institut français de la mer, de SOS Méditerranée, mais aussi de 7e continent. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. Quand j'ai vu votre nom au nombre des participants, je souhaitais vraiment vous avoir parce que lorsque l'on parle des océans, il est essentiel d'entendre votre voix. Tout d'abord, une question simple. Que serions-nous sans les océans ? Alors c'est simple, nous n'existerions pas. Non seulement la vie est née dans l'océan, et d'ailleurs quelque part mystérieusement on sent bien que l'océan représente la vie et la puissance de la vie, et en plus nous ne survivrions pas. Donc nous sommes nés de l'océan, et sans lui nous ne pouvons pas continuer à vivre. La mer fait partie de notre vie depuis toujours. Vous avez été durant de très nombreuses années dans l'économie maritime, armateur durant près de 30 ans. Les mots exploités et protégés vont-ils ensemble ? Il faut qu'ils aillent ensemble, nous n'avons pas le choix. C'est le défi non seulement pour sauver la planète, mais pour le sauvetage de l'humanité elle-même. Vous savez, c'est très simple, l'océan c'est non seulement il est beau, il est la vie, comme nous le disions, mais il est la vie, mais vraiment au sens fort du terme, c'est-à-dire c'est pas simplement la nourriture, tout le monde pense aux poissons, etc., mais sans l'océan, la machinerie climatique du monde serait totalement déréglée et donc la planète mourrait. L'océan, à lui seul, génère plus d'oxygène, absorbe plus de gaz carbonique que toutes les forêts du monde, y compris l'Amazonie. Et cet océan, magnifique, cet océan nécessaire, non seulement utile, mais nécessaire, il est menacé, il est acidifié, il est empoisonné. Donc on n'a pas le choix, il faut absolument le préserver. Et pour le préserver, il n'y a qu'une seule solution, c'est le développement durable. Dans ces deux termes, le développement et la durabilité. Alors le développement durable, la protection de l'environnement, c'est un gigantesque chantier chez nous au Maroc. Quel regard vous y portez ? Alors, d'abord, je suis très heureux d'en parler au Maroc, non seulement du fait de sa longue tradition et de sa maritimité, d'ailleurs maritimité qui a été remise en avant d'ailleurs dans les dernières années par Sa Majesté, mais comment dirais-je, et le fait que le Forum de la mer d'ailleurs se tienne ici n'est pas tout à fait neutre, donc en parler au Maroc c'est évidemment absolument justifié. Et le développement est une contrainte, doit être absolument un choix et est une contrainte. Vous savez, on entend ici ou là beaucoup de personnes qui prêchent la décroissance, par exemple, pour que la nature soit moins abîmée. Objectivement, c'est vrai, sauf que c'est impossible. Prenons 2 exemples. Il va y avoir, d'ici 2050, au plus tard, 2,5 milliards d'habitants de plus. 2,5 milliards d'habitants qui auront besoin de se nourrir, qui auront besoin de vivre, qui eux aussi auront besoin, parce que c'est irréversible, on peut l'apprécier ou non, mais c'est comme ça, d'avoir des ordinateurs, des smartphones, de s'habiller, etc. Donc on est condamné à une croissance, il faut évidemment que cette croissance soit vertueuse. Et puis vous avez la durabilité, tout simplement parce que effectivement, sans l'océan, c'est très simple, et ça n'est pas, comment dirais-je, ça n'est pas pour amplifier les choses, ça n'est pas littéraire. Sans la sauvegarde de l'océan, nous mourrons. Et c'est d'autant plus important. Il faut concilier les deux. Donc voilà, et c'est d'autant plus important qu'un pays comme le nôtre, avec ses milliers de kilomètres de côtes, parce que la mer en elle-même, et cette façade atlantique, permet de rapprocher aussi les populations. Avant de parler, on va en parler en fait de tout
tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, Oui. elle rapproche les populations. Alors, le Maroc est bien placé pour le savoir, avec ses 3500 kilomètres de côte, et la mer rapproche les gens d'un même pays, c'est le cas du Maroc. La mer rapproche les habitants du monde entier. Elle peut aussi être un espace de division et de guerre, mais elle est un espace, avant tout, un espace d'échange, effectivement. Oui. Alors la mer est malade, Francis Vallat. Les fonds marins souffrent, la pollution plastique fait des dégâts énormes et nous avons l'impression qu'on ne peut plus faire marche arrière. Le 7e continent. Alors, c'est un nom qu'on a beaucoup entendu. Est-ce que vous pourriez, nous sommes en radio, nous le décrire ? Alors, le 7e continent, ça n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, une sorte d'espace en mer sur lequel on pourrait marcher. Le 7e continent, alors c'est aussi un petit peu une figure. Il y a du plastique partout. Absolument partout dans les océans aujourd'hui. Vous savez, selon les estimations, il y a, disons, en moyenne 20 millions de tonnes de plastique par an qui se déversent, et ce plastique se dégénère, se fracture en particules, en mini-particules, en nanoparticules. Il est absolument partout, y compris en Antarctique, ce qui est quand même absolument incroyable. Mais alors, la façon dont il se manifeste, c'est en fait dans des gyres. Vous savez, quand vous videz un lavabo, vous avez ce qu'on appelle un vortex. Vous savez, cette espèce de courant circulaire qui se fait. Eh bien, il y a comme ça 5 endroits dans le monde entier, dans les océans du monde entier, où les plastiques se concentrent. Et le plus grand qui se trouve dans le Pacifique, ce qu'on appelle un gyre, donc le gyre plastique du Pacifique, est grand comme 7 fois la France. Donc c'est absolument énorme. Alors, mais c'est une soupe. Plastique, c'est pas quelque chose sur quoi on peut marcher, mais vous vous rendez compte cette dimension. Or, le plastique, on le retrouve partout, et ces super nanoparticules, même si elles se voient pas, on sait qu'elles empoisonnent, par exemple, le plancton, le phytoplancton, qui est essentiel pour notre survie, puisque c'est lui qui est un agent très important de l'oxygène. Mais vous savez, il y a une chose de l'oxygène que nous respirons. Mais vous savez, il y a une chose, moi si j'avais un message très fort, et au fond j'y ai beaucoup insisté pendant ces 2 jours de travail où j'étais là à El Jadida, ça vaut le coup face à l'immensité de ces défis, parce que j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais l'océan est vraiment menacé de toutes parts. C'est un monde fini, c'est un monde fragile, on ne le savait pas. On l'a découvert, disons, dans les 5 dernières décennies. Malgré son immensité, c'est un monde extrêmement fragile, avec une vie foisonnante, intense. Il y a encore quelques dizaines d'années, on pensait que très profondément, là où le soleil ne pénètre pas, où la photosynthèse n'était pas possible, il n'y avait pas de vie. Ben, c'est l'inverse. On a découvert qu'il y a là aussi une vie absolument foisonnante. Donc, la question que vous me posez me fait penser à une chose. Est-ce que l'immensité du défi n'a pas au fond quelque chose de décourageant ? Est-ce que ce n'est pas foutu ? Et là, moi j'ai un message très simple. Ça vaut le coup de se battre. Ça ne l'est pas. C'est pas trop tard. Ça n'est pas trop tard. Alors il est minuit moins 5. Mais il n'est pas minuit. On peut encore faire des choses. Le film Océan que vous allez voir bientôt le montre très bien. Montre à la fois les dégâts et la possibilité, la vitesse avec laquelle l'océan peut se régénérer. Mais il est au bord de la mort. Mais ça vaut le coup. Alors on a l'impression que qu'on est impuissant tellement il y a à faire. Et ce que je veux dire absolument en particulier à la jeunesse, c'est écoutez, battez-vous. Nous avons, notre génération, vécu je vais donner un exemple qui montre à quel point ça vaut le coup de se battre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, madame, mais il y a, disons, une vingtaine d'années, un petit peu plus, le monde était dans une anxiété folle, vraiment, on décourageait les gens au courant, on se disait, toute vie va disparaître sur Terre à cause du trou dans la couche d'ozone qui était en train de s'élargir. Et il s'élargissait dans des proportions extraordinaires. Et s'il continuait de s'élargir, je vais pas raconter le mécanisme scientifique, mais le soleil, le résultat était que toute vie était menacée. Et on ne savait pas comment faire. Et ça s'accroissait chaque année. Et puis, les hommes, finalement, parce que l'homme c'est le premier prédateur du monde, mais c'est un mammifère qui a le droit de vivre comme les autres. Et chez l'homme, il y a le meilleur et le pire. Comme disait saint Thomas d'Aquin, une référence chrétienne, excusez-moi, mais là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Eh bien, les hommes, finalement, ont trouvé la solution, et aujourd'hui, on n'en parle pas assez. C'est fini. Quand il y a une bonne nouvelle, finalement, on oublie. Le temps passe, etc. Chaque année, la couche d'ozone se reconstitue.
de 2 fois à peu près la surface de l'Inde, et on sait que le trou de la couche d'ozone sera bouché au plus tard en 2050 ou en 2060. Et je vous assure que nous étions désespérés. Nous pensions que c'est... Donc retroussons-nous les manches et allons-y. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui doit vous faire extrêmement plaisir actuellement. Ça fait longtemps que les experts tirent la sonnette d'alarme, mais ce sont les jeunes qui prennent en ce moment à bras le corps ce combat de la protection de la mer et des océans, mais pas seulement de la terre tout court. On voit partout et dans tous les pays, nous, notamment sur le continent africain. On les a vus aux Nations Unies. On va les voir très prochainement puisque va se tenir en France, à Nice, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Et il y a un mouvement de jeunesse qui non seulement veut se battre, non seulement alerte et sensibilise. Cette jeunesse sensibilise aujourd'hui les politiques. C'est un peu à l'envers. Absolument. Bon, cela dit, la jeunesse a toujours été l'avenir de la Terre, je dirais par définition. On sait que maintenant la mer est l'avenir de la Terre. Les jeunes se rendent compte de ce défi. Beaucoup sont très actifs, en particulier au Maroc. Il y a un tas d'initiatives, y compris des initiatives associatives. Il y a des initiatives gouvernementales. Nous avons entendu la ministre en charge le premier jour. C'est impressionnant. Ce que fait le Maroc sous l'impulsion qui a été donnée par le roi. Il y a énormément d'initiatives associatives. Il y a surtout une prise de conscience qui est irréversible et qui s'étend par capillarité à l'ensemble de la jeunesse. Eh bien, il faut faire confiance à la jeunesse et sur ce plan-là, la créativité de l'homme avec des jeunes qui sont des jeunes motivés et qui ne transigent plus, qui bien souvent éduquent leurs parents, etc. Exactement. Les surveillent. C'est là où les messages importants les motivent. passent. Exactement. Donc il y a une sorte de de déclenchement d'une action vertueuse qui donne espoir, mais il faut pas baisser la garde, parce que quand même c'est très urgent. Francis Vallat, vous avez mené une guerre sans limite contre les navires poubelles. Oui. Aujourd'hui, vous voyez une évolution, ça bouge ou pas du tout? Ah oui, alors c'est bien que vous m'en parliez. De la même façon qu'ont disparu des eaux européennes les pollutions, par exemple, par navire, vous savez, les déballastages sauvages, alors que là aussi, franchement, on pensait que c'était impossible. Ça a complètement disparu par l'action de l'homme. Et au niveau, je suis très très près, évidemment, le transport maritime et le commerce, nous sommes dans une autre époque que celle que nous vivions quand on était jeunes. Non seulement parce que maintenant on sait, d'ailleurs donc on est très coupable si on ne tient pas compte du fait qu'on sait, mais parce que par une action extraordinairement volontariste, ce qu'on appelle les MOUs, les mémorandums d'intention qui ont été signés dans toutes les régions du monde, les mises en place aussi bien positives, c'est-à-dire d'encouragement, que négatives, c'est-à-dire de sanctions, etc., la surveillance accrue par les satellites des océans, etc., a permis un certain nombre d'actions et de mesures qui font que véritablement, mais on est dans un autre monde, alors il ne faut pas se tromper, il y aura encore des naufrages. La mer est d'une puissance telle que, comme le disait Éric Tabarly, c'est vraiment il faut la respecter, il ne faut jamais penser qu'on a gagné, il faut savoir qu'on risque toujours de perdre. Mais moi j'ai connu un monde du transport maritime où j'étais vraiment déprimé parce que je pensais que la complaisance allait gagner. Les pavillons de complaisance, aujourd'hui, et je suis très heureux que vous m'ayez posé la question, il y a un mouvement, c'est pas fini, mais il y a un mouvement irréversible et qui est extrêmement vertueux. D'ailleurs, alors je touche du bois immédiatement parce que la mer est tellement puissante, je vous fais observer que dans les 10 dernières années, il n'y a pas dans, je dirais, l'imaginaire collectif, etc., de grands naufrages, et ça n'est pas par hasard. Ça a été un travail absolument constant, et pour lequel d'ailleurs il faut absolument pas se relâcher, mais qui justement continue. Notre avenir s'écrit dans l'océan. Oui. C'est un ouvrage en collaboration avec la grande navigatrice française Isabelle Autissier. Alors c'est pas un cri d'alarme, c'est pas une sensibilisation. J'ai l'impression qu'avec cette navigatrice, vous avez eu envie de nous dire juste regardez-la, aimez-la, regardez-la peut-être différemment. Quand on lit le livre, ça peut être certains le prendront peut-être comme un plaidoyer. Mais j'ai pas retrouvé ça. C'est comme si vous vouliez nous réconcilier un petit peu. Alors, il y a un aspect de politique, vous voyez, qui essaie de nous réconcilier.
Il y a un aspect plaidoyer, bien sûr, parce que donc moi j'ai toujours eu ce souci du développement durable. Et Isabelle Autissier, non seulement est une grande navigatrice, mais à l'époque elle était présidente. Elle est présidente d'honneur de WWF, donc extrêmement motivée. Nous avons deux sensibilités différentes. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais en tout cas il y a une chose qui nous relie, c'est l'amour de la mer. Et c'est amusant parce que c'est un livre très sympa. En fait, c'est pas du tout un livre scientifique, et on voit bien que nous n'avons pas la même façon de l'aimer. Mais en revanche, on a la même motivation pour la protéger et la même joie quand on est dessus, quand on la regarde, quand on la... Oui, absolument. Ça a été un grand moment pour moi. En fait, c'est un livre à deux voix, si vous voulez. On répond chacun à sa manière aux mêmes questions. Voilà. Une dernière question. Non, c'est pas une question, en fait. Juste avant que vous ne quittiez le Maroc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à l'ensemble des Marocains ? Je pense que le Maroc a une originalité extraordinaire dans le Maghreb, mais aussi pour l'Afrique elle-même. Il a une musique qui est une musique particulière. Il a un pont. C'est un de ces pays. Il y en a pas beaucoup dont on sent que sur tous les problèmes, il peut être un pont entre les hommes qui se battent. Les Marocains, je trouve que c'est aussi un peuple gai, ce qui est très sympathique, mais sont des gens qui, enfin, quand ils s'y mettent, ils y croient, quoi. Enfin, je dis, il y a une crédibilité du Maroc. Je sais même pas si les Marocains même s'en rendent compte, mais sur le plan international, une image à part, ne la perdez pas. Et faites comme vous faites maintenant, là, mettez-la au service des bons combats, dont celui pour l'océan. Merci beaucoup, Francis Vallatin. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne bien évidemment rendez-vous lundi prochain. Bye bye.